Bienvenue sur la ligne de départ, le podcast où on vous raconte des histoires, des défis et surtout des victoires. Pour le premier épisode, j'ai avec moi Alexis Sanchez. Bonjour à tous. Je me présente, donc Alexis Sanchez. Moi, je suis membre d'une association, La Vie Sourire, en fait, qui m'a fait découvrir l'aviron. Il faut savoir que c'est tout un parcours, en fait. Je suis en situation de handicap depuis maintenant quelques années, ça fait 5 ans. Et ce qu'on va vous raconter un petit peu dans ce podcast-là, c'est que toutes les étapes, en fait, tout le cheminement qui m'a permis derrière en fait, de participer à mes premiers Jeux paralympiques il y a quelques semaines, en fait, tout simplement. C'était très récent. Et de participer à ma première finale paralympique et d'arriver à une 5e place mondiale. Donc voilà, je vais laisser dérouler un peu tout le sujet. Si on rembobine un peu, il y a 4 ans et demi maintenant. C'est ça. J'arrive aussi à La Vie Sourire en même temps qu'Alexis et j'intercepte une discussion avec sa coach Dominique Gend où il y a un rêve fou qui est en train de se créer. Ouais, de mûrir, ouais, c'est ça. Et il y a un petit bonhomme aussi qui est là à l'époque. Terrible. Et en fait, moi, ça me conforte dans le sens que j'ai envie de donner à mon projet à La Vie Sourire. Ça me conforte dans mon envie de me projeter dans ce club. Et il y a 4 ans, pour construire ce rêve de qualif. Et aujourd'hui, 4 ans et demi après, on est là à rembobiner tout ce qui s'est passé et on va pouvoir parler de tout ça. Exactement. Et ça, c'est assez fou de se dire Mais que… tu sais, ce qui est beau, c'est qu'on a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait dit. Et ça, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, phrase, tu vois. Je crois que c'est ta bio Insta. Il y en a pas mal des phrases comme ça, mais il y a aussi un petit dire fait rire, terre fait terre, voilà. Mais ça, c'est Okay. Tu vois, c'est des petits trucs un peu… Il va en caler comme ça tout le temps. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très friand de ces choses-là. Tous les matins, en il y fait. a une phrase voilà, comme ça exactement. et ça le motive. C'est un tableau. Mais non, c'est fou parce qu'on n'était pas beaucoup à y croire. C'est ça. Et finalement, on était beaucoup Exactement, c'est parti d'un tout petit cercle là, qui y croyait et qui s'est agrandi au fur et à mesure, qu'on a étoffé au fur et à mesure. Et là, l'histoire, elle commence. Ouais. Elle commence. C'est que le début, c'est que le début. Bon, là, tu étais au jeu il y a quelques semaines. Le bilan sportif, on peut le tracer très rapidement. Et après, on va s'intéresser un peu au contour. Mais déjà, avec un peu de recul, satisfait, encore un peu frustré. Alors, ouais, mais tu le sais bien parce que tu m'as vu, tu étais là. Mais ouais, non, très satisfait parce que déjà, en fait, quand on reprend le parcours, quand on se dit qu'il y a 5 ans, j'étais sur un lit d'hôpital et que, en fait, je ne savais pas ce qu'allait advenir de ma vie, en fait, tout simplement. C'est énorme déjà de s'être qualifié, surtout la manière aussi de se qualifier parce qu'on est passé par une régate de qualification. C'était le dernier ticket qu'on a pris, la dernière place pour aller au jeu. Donc personne ne croyait en nous, même au jeu en fait. On n'avait pas d'objectif clair de médaille ou quoi. Il y avait tout à gagner en fait au jeu. Et donc aussi de faire une finale, c'est incroyable. Donc forcément, je me rends compte un peu de cet accomplissement-là. Je suis le premier PR1 français à faire une finale paralympique. Donc c'est déjà énorme. Après, forcément frustré parce que quand on est des athlètes et dans le sport, compétiteur, on a envie on a tout simplement envie de gagner. En fait, moi, je m'entraîne tous les jours en rêvant la médaille. Et c'est ce que j'avais dit avant même les Jeux. J'avais dit si je ne l'ai pas maintenant, ce sera dans 4 ans. C'est toujours le projet. C'est parce que pour moi, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller chercher toujours plus haut. Là, je pense que j'ai tout donné. Il n'y a pas de regret non plus. Il y a un peu de frustration évidemment. Il n'y a pas de regret parce qu'on a tout donné. On a vraiment fait… on a saisi notre chance à fond. Après, il faut savoir que l'aviron aussi, c'est un sport à maturité tardive. Il y a des adversaires à côté qui sont là depuis un moment. C'est pas des pimpins. Donc en vrai, c'était compliqué d'aller les chercher aussi. Et donc voilà, non, très 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 satisfait. Mais évidemment, on en veut plus. Et ça, c'est bien parce que pour en avoir parlé avec pas mal de sportifs de haut niveau, des anciens athlètes olympiques ou paralympiques, il me disait c'est une bonne frustration parce que c'est ça qui me permettra en fait de repartir à l'entraînement facilement. Parce que justement, ma première réflexion, c'est qu'il y avait ce rêve de qualif, de participation au jeu. En 4 ans, tu as touché du doigt ton rêve, c'est ça. En réalité. Est-ce qu'on tue pas aussi un peu son rêve quand on le touche? C'est-à-dire qu'il y a eu ce rêve-là qui s'est créé et en si peu de temps, c'est ça. On l'accomplit. Comment on est dans cette réflexion? Ça, ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, avant de faire les Jeux, avant de participer à mes courses, etc., de faire ces Jeux paralympiques-là, c'est ce que je me disais. Je me disais, après,
qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Parce que je m'étais jamais projeté après, en fait, C'était après un les marqueur jeux. temporel. C'était un marqueur temporel et je me disais, ma vie, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et en fait, ben, ça va tout seul. Je pense que de toute façon, c'est la capacité de chacun à s'adapter et à se fixer des nouveaux objectifs. Et en fait, moi, ben, déjà, j'étais très heureux de faire les jeux. Mais je pense que c'est humain aussi, et notamment, comme on a dit, et ça rejoint ce qu'on vient de dire précédemment, mais quand on a l'esprit compétiteur, on en veut toujours plus. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, on valide un objectif, sauf qu'au final, on s'en est déjà mis un autre. Ouais, on touche Et un rêve. ouais, c'est ça. Et on va toujours chercher à aller plus loin. Moi, Ouais, en plus, moi, c'est quelque chose où je me suis toujours inspiré énormément des grands champions, mais qui arrivent à toujours se renouveler pour aller gagner encore plus, pour aller chercher encore plus. Et quand on voit, tu sais, moi, Lewis Hamilton, par exemple, tu vois, parce que moi, j'aime beaucoup la Formule 1, le mec, il est 7 fois champion du monde et il est encore mort de faim pour avoir le 8e, alors qu'il a déjà marqué son temps, son histoire. Et lui, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui te motive chaque jour pour te lever? Mais en fait, c'est toujours de vouloir plus. Tu seras jamais satisfait. C'est un problème aussi, mais en même temps, moi, c'est ça qui me fait performer, c'est ça qui me fait vibrer. En fait, je suis quelqu'un de défi aussi, et quelqu'un qui a toujours envie d'aller chercher, de se mettre en difficulté, d'aller chercher un nouveau défi, etc. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je marche sous la pression, donc il en faut, tu vois. Parce que on dit souvent dans la vie courante, quand il arrive un accident à quelqu'un, on dit ouais, mais là pour rebondir, il a besoin de se fixer des objectifs, il a besoin d'avoir un projet fou. Tu fonctionnes un peu comme ça. Est-ce que c'est le handicap, l'accident qui t'a fait changer ça ou comment là-dessus t'as évolué? Alors comment j'ai évolué? En fait, je pense que c'est le handicap qui m'a fait prendre conscience de ça. Il m'a fait prendre conscience que je voulais avoir vraiment des objectifs très élevés. Okay. Parce que j'ai déjà dit de temps en temps, mais c'est plus la vie elle frappe fort, plus il faut répondre avec fermeté. Enfin, c'est un peu la mentalité que j'ai autour de ça. Et en fait, pour rien te cacher, moi quand j'ai eu mon accident, j'avais 21 ans, je me suis dit, 21 ans, qu'est-ce que j'ai laissé en fait sur cette terre? C'est quoi ma trace? Là, moi, je suis un miraculé, tu vois, je devrais même plus en vrai être là à l'heure actuelle. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Quelle trace? Quelle motivation pour les autres? Enfin, quelle trace pour mon entourage? Qu'est-ce que j'ai envie que mon entourage se souvienne de moi? Et qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir fait au moment où tout s'arrêtera, on va dire. Et du coup, ça m'a révélé en fait une sorte d'ambition. Et déjà aussi, il y a quelque chose qui fait que c'est quand on est au pied du mur. Enfin, tu vois, je trouve que c'est l'adversité qui révèle vraiment une personne. Tu mesures vraiment la valeur d'une personne à sa manière d'affronter la difficulté, je trouve. Et donc, en fait, c'est l'adversité qui a fait que je me suis rendu compte de ma vraie force. Et en fait, ça m'a poussé une ambition, mais dévorante. Tu vois, vraiment une ambition incroyable où je me suis dit, maintenant, j'ai envie de gagner, j'ai envie de me fixer des objectifs extrêmement élevés. C'était pareil pour mon triple projet, tu sais, de reprendre les études vite. On va revenir dessus sur le triple projet. Toutes ces choses-là, et en fait, ça m'a donné vraiment envie de réussir, de gagner, de laisser une trace. Et en fait, j'aspire à travers ça, à motiver en fait les gens autour de moi. C'est ce que j'allais dire. Comment toi, il y a eu cette singularité. Et comment ça, une personne ordinaire qui finalement a un train de vie plutôt basique, dans le sens où il n'y a pas de perturbation, comment une personne comme ça elle peut prendre conscience de ça et comment elle peut se servir de ce que toi tu racontes pour y aller, pour aller à fond dans ses projets? Je pense qu'en fait, tu as toujours des modèles de résilience ou autre, tu vois. Chacun s'inspire après. Comme j'ai dit, c'est dans la difficulté qu'on se rend compte aussi de certaines choses. Mais quand, par exemple, moi je sais que souvent, je suis allé voir dans des entreprises ou d'autres personnes, tu sais, quand ils ont des changements abrupts dans leur vie ou dans leur travail, etc. Et en fait, je pense que c'est un moyen de montrer que quel que soit le changement, si on est capable, ou que ce soit négatif ou positif, mais c'est une difficulté, si on est capable d'en tirer le positif et d'apprendre à travers cette difficulté, en fait, on va en faire une opportunité. Et du coup, si on arrive à en faire une opportunité et s'adapter et se projeter vers ça, derrière, en fait, il n'y a que du positif. Moi, c'est vraiment aussi ça ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir tiré le positif de cette situation-là. Ça m'a apporté que du positif. Et limite plus que quand j'ai... Ça veut dire que tu sais, je suis limite à un point où je me dis, revenir en arrière, je sais pas, tu vois, genre, ça m'a tellement apporté, que ce soit psychologiquement, physiquement, etc., que je sais pas si ça vaut le coup de revenir en arrière sans tout ce background, comme on dit. C'est un peu la phrase, c'est moi qui la sors, mais tu vas la valider, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Et dans l'esprit, c'est exactement ce truc-là. Mais parce qu'en fait, c'est aussi se rendre compte que tu deviens un moteur pour ton entourage. C'est quelque chose qui te pousse, c'est hyper puissant. C'est quelque chose qui te pousse derrière aussi. Et que te pousse à faire toujours encore mieux, etc. Pour toi,
Mais pour ton entourage, tu vois. On l'a vu En guise de remerciement. après ta qualif à Paris. Il y avait, je sais pas, peut-être 50 personnes entre ta famille et le club. Pour moi, c'est le moment le plus fort des Jeux de tes 3 jours. Il y a certes le sportif, mais quand tu arrives après ta course et que on te pousse comme ça sur ton fauteuil, et qu'il y a une allée comme ça, et la moitié des gens qui pleurent, il y a, je sais pas, tes neveux, tes petits cousins qui sont là, les enfants, les adultes, des gens qui viennent de l'extérieur, qui demandent des photos, des autographes et tout. Ouais, là, c'est le moment où tu te dis, tu te rends vraiment compte de l'impact que ça a en fait. Alors moi déjà, celui qui m'a poussé, c'est un de mes meilleurs collègues. Enfin, tu vois, ils sont pas nombreux en vrai qui sont restés là et ils se reconnaîtront, tu vois, là-dedans parce qu'à chaque fois j'en parle. Mais qui ont été là, être là pendant un mois après l'accident et tout, c'est facile. Eux, ils ont été là. Enfin, il y a des gens qui ont été là, qui t'ont accompagné énormément pendant 1 an et demi. Enfin, tu vois, tout un parcours de rééducation, etc. Et quand je vois ces gens-là, c'est la famille en fait, mais qui me demandent des photos. C'est là que tu te rends compte, tu te dis, waouh, là j'ai fait un truc de fou. Il a fait un autographe sur ma casquette déjà. Tu vois, ça, et tu sais, tu vois, alors que toi, tu étais dès le début, tu vois, étais là. Et ça me fait, tu vois, c'est ces trucs-là où tu te rends compte, tu te dis, putain, on a fait quelque chose. Et quand tu vois même tous les envies du club, de la vie sourire et tout, tu vois. Genre, au début, ça pouvait aussi, au club, ça pouvait, je vais pas dire râler, mais t'arrives un peu comme ça, hop, on met tout de suite un peu d'investissement sur toi. C'est ça. Et en réalité, derrière, c'est rendu. Ça fait le locomotive en fait. Et moi, quand je vois Damien, il était en pleurs et tout quand tu m'as vu et tout. Fou. Ça, c'est un truc de fou. Je suis arrivé dans mon entreprise, j'ai fait une intervention quelques jours après les Jeux, pour discuter un peu de ce qui s'était passé. Quand je vois qu'il y a une personne qui était en situation de handicap qui vient me voir, qui dit merci et tout pour ce que tu as fait et tout. Tu sais, moi, ça m'a mis les larmes. J'étais en mode putain, c'est fou. C'est là que tu vois vraiment l'héritage que tu donnes. Enfin, c'est plus que le sport en fait. C'est ça en fait, ça dépasse. Tout. Mais le sport, c'est un moyen de porter un message encore plus grand en fait. Et moi, c'est ça que j'aspire, tu vois. C'est à motiver à travers mon accomplissement et à se dire, s'il y a quelqu'un comme moi qui a son accident à 21 ans, moi j'ai eu des modèles, tu vois. J'idolâtre personne, mais j'ai eu des modèles, tu vois, dans lesquels je me suis inspiré, même des gens qui marchaient, etc., pour retrouver mon autonomie et tout. Et ben, en fait, j'ai envie de pouvoir être ce modèle-là, de le rendre d'une certaine manière à des gens qui auront ça plus tard en fait. Mais même à des personnes ordinaires, moi, on s'accorde sur le fait que le sport aujourd'hui doit avoir un rôle social bien plus fort que ce qu'il est. Il doit avoir un rôle éducatif, il doit avoir un rôle de sensibilisation, il doit servir sur tous les sujets sociaux, l'environnement, l'écologie et tout. Comment on fait pour surfer sur la vague des Jeux et pour garder ce rôle social? Il y a eu un impact, je pense, sur la partie sportive, c'est-à-dire que les licenciés ont augmenté sur les fédérations qui ont réussi. On pense au judo, au tennis de table, à la natation qui ont explosé. Mais comment on fait pour peut-être déjà évaluer le rôle social du sport et comment on fait pour garder cette dynamique après les Jeux? Tu as une idée de ça? Alors ça c'est assez compliqué. Pour moi, il y a personne tout le monde est d'accord en fait sur le fait qu'une France sportive, c'est une France forte, qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées à travers le sport qui sont extrêmement importantes. C'est un vecteur d'inclusion, un vecteur de résilience. C'est dans le sport que tu côtoies l'adversité en fait tous les jours et qui te permet toujours de progresser. Moi, je jure que par ça. Et donc, je pense que ça passe. Ça passe par potentiellement. Je suis un message politique, mais je pense que ça passe par une refonte à l'image un peu des pays nordiques ou d'autres pays où il y a une place qui est beaucoup plus importante en fait du sport dans l'éducation. Dans la culture en fait. C'est culturel. C'est culturel et ça passe par l'éducation. Si tu veux faire changer quelque chose, ça va être au long terme. On ne verra pas tout de suite. Mais il faut que ce soit un tremplin pour qu'on puisse changer les choses sur 5, 10, 15 ans. Tu vois, que ça puisse changer en fait sur des générations. Même là, on le voit, tu vois, qu'il y a des générations actuelles, avec le Covid, la sédentarité, etc., qui a des capacités cardio qui étaient inférieures à ses prédécesseurs. C'était la débandade. Là, en vrai, je pense que c'est le moyen, ça tombe à pic, tu vois, pour prendre conscience de ça et pour mettre en place des actions en fait qui vont changer les choses tout simplement et qui permettront d'avoir parce que même tu sais il y a énormément de problèmes sociétaux qui je pense seraient réglés par une place plus prépondérante du sport dès le plus jeune âge en fait. C'est dans la construction de l'individu, même autour de l'inclusion, autour de plein de choses, tu vois. Dans le fait que chacun soit sa singularité dans le sport. Exactement. Des personnes qui vont être plus à l'aise techniquement, d'autres physiquement, et finalement la différence, ça vient se lisser sur une équipe ou sur un sport. Et même moi je trouve que c'est vraiment la construction, le rapport à l'adversité, la progression constante, le fait de toujours trouver des petits leviers d'amélioration pour continuer à progresser. C'est vraiment ce truc-là que tu
tu retrouves en fait que dans le sport. Enfin, moi, à l'école, même si j'ai aucun problème avec l'école, j'aimais bien l'école. Moi, j'ai fait des études et tout ça, fait des études d'ingénieur. Donc, c'est que j'aimais plutôt pas mal. Mais tu retrouves pas ce petit truc-là en fait que tu peux retrouver dans le sport. Cette adrénaline, etc. Donc, qui te pousse à… Ah, c'est ça. Et en fait, je pense que ça passe par une refonte de certaines choses dans la société et une place beaucoup plus importante. Donc après, nous, on fait ce qu'on peut de notre côté. Du coup, il faut prendre la médaille à Los Angeles Et oui, ouais. pour être invité à l'Élysée. Exactement. Et pour adresser en un discuter mot au avec président. On ne sait pas qui avec ce sera qui on d'ici sera. là. Ce sera plus Monsieur Macron. Le seul moyen de faire passer les messages aujourd'hui, c'est du coup d'être invité à l'Élysée. Okay. C'est ça. On prend rendez-vous pour… Et je pense que c'est aussi aider tout ce qui est association, aider les clubs. Parce que c'est eux qui sont à la base de la pyramide en fait. Quand tu prends la pyramide, c'est eux qui… Le système social et sportif, exactement. est construit comme ça en France. Et du coup, il faut aider, il faut donner des moyens à toutes ces personnes-là, tous ces clubs, tous ces assos, pour promouvoir en fait le sport dès le plus jeune âge au plus grand nombre. De l'autre côté de cette échelle, les assos, on va dire, en bas, ouais. donc que ça soit pas péjoratif, mais le socle, c'est le socle associatif. Tout en haut, il y a l'équipe de France. Ouais. Ça fait 1 an et demi. Il y a forcément, ça t'apporte cette professionnalisation, j'imagine que ça soit dans l'entraînement, mais aussi tout le système de performance qu'il y a autour, les petits détails. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le fait que quand on arrive en équipe de France, autour de nous, c'est l'élite. Autour de nous, il n'y a que des gens qui sont plus forts que nous, plus d'expérience, plus de compétences, en tout cas de talent sportif. Comment on se sert de ça et comment on tombe pas dans le piège de la comparaison à se dire mais ils sont trop forts et ça, est-ce que c'est pas pesant voilà. Comment on gère cette arrivée en équipe de France et qu'est-ce que ça t'apporte sur le long terme? Bah déjà au début on arrive petit, on prend beaucoup de conseils, en fait on emmagasine, moi je trouve que c'est important en fait de tout le temps apprendre, même pour les sportifs, même pour les plus chevronnés, hein. Je crois que c'est Claude Onesta qui disait que la capacité des grands champions c'est de se renouveler de manière comme s'ils étaient débutants en fait, et rien n'est acquis, d'avoir c'est ça, d'avoir la volonté d'apprendre comme s'ils débutaient en fait, et donc je pense que il faut toujours tirer mieux en fait, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de meilleur autour de soi parce que c'est ça qui te pousse vers le haut en fait. Moi c'est d'être au contact des personnes, des différents champions que je peux rencontrer en équipe de France de para-aviron, surtout qu'il y en a plein qui sont des médaillés paralympiques, médaillés mondiaux, etc. Et en plus on côtoie régulièrement des valides qui sont des champions olympiques, ou, des médaillés olympiques. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là, les choses qu'ils mettent en place, etc. Moi, je l'ai jamais vu trop comme quelque chose de pesant, dans le sens où je savais en fait que j'arrivais, donc j'avais énormément à apprendre. Moi, je me suis fixé un projet à long terme où j'ai énormément à apprendre en fait. Et donc, j'essaie de tirer le positif de chacun, tout en me faisant ma propre expérience, parce qu'il faut faire aussi ses propres erreurs. Tu vois, il y a des fois, moi, j'étais un petit peu plus borné. C'est des choses où justement, ça te permet de… Tu es obligé de passer par là pour vraiment apprendre, parce qu'il y a des choses où on peut te le dire, tu ne le comprends toujours pas, c'est quand tu fais l'erreur que tu le comprends, tu vois. Et donc en fait, moi, ça m'a beaucoup servi. J'ai aussi gagné du temps, je pense, grâce au fait d'être avec des personnes qui étaient plus compétentes que moi, parce que du coup, ça m'a permis d'éviter certains pièges, certaines erreurs, des potentielles blessures que j'aurais fait si je n'avais pas été… tu vois. Tu gagnes du temps sur le sportif, mais aussi peut-être de côtoyer d'autres handis qui sont face à des cas de prothèse depuis plus longtemps et tout ça. C'est beaucoup de temps à gagner sur le sportif, mais sur aussi le médical, en tout cas le paramédical, ça a dû être carrément. Un gap, carrément, parce qu'en plus, c'est vrai que là je parlais que du sport, mais en plus on a la dimension handicap. Et du coup, dans notre expérience du handicap, moi c'est tout récent, c'est tout frais. Donc il y avait énormément de choses à apprendre aussi sur la gestion du handicap, sur la gestion de plein de choses, des petites techniques. Même là, quand j'étais aux Jeux Para, l'avantage c'est de discuter avec des gens qui ont le même handicap que toi. Tu peux échanger, il y a il y a un retour d'expérience en fait qui est fait et qui te permet derrière de beaucoup mieux vivre en fait ton handicap et ta pratique sportive en fait, de beaucoup mieux combiner les deux en fait, et d'arriver à chercher, parce que là on est dans un objectif de performance. De pouvoir vivre avec ton handicap tout en allant chercher la performance. Parce que des fois, ton handicap peut être un frein aussi à la performance, mais là, au moins, ça te permet d'éviter tous ces petits freins-là. Enfin, après, tu prends pas ce qu'il y a à disposition, tous les conseils, etc. Mais il faut essayer de récolter le maximum d'informations. Et même tous les petits secrets, les petits détails qu'ils ont, les petits trucs qui font la diff, en fait. Tu peux nous en dire des secrets? Des petits détails, c'est pas des petits secrets, mais c'est plus sur la préparation, les techniques de chacun, tu vois, la gestion mentale, la préparation, mais tu sais, un truc tout con, mais
mais moi j'aurais jamais pensé à le faire. Mais tu vois, tu sais, j'ai ma petite épingle, enfin, tu sais, mon petit kit de couture maintenant, parce qu'en vrai, tu as des sangles et tout. Mais oui, ouais, voilà, mais parce que tu as des sangles, et du coup, à tout moment, elles se pètent. Tu vois, un coup, elles s'étaient pétées. Et du coup, tu te retrouves à plus avoir ce qu'il faut. Sauf que du coup, il y en a une qui m'avait dit, ouais, mais regarde, si tu as toujours ton petit kit, des petits trucs comme ça, ou même ils ont des listes, ils ont des calepins avec plein d'huiles essentielles et tout, enfin, tu sais, labellisées antidopage, etc. Ou au moins t'endigues la maladie dès que tu commences à avoir un petit truc en période de compète. Enfin, tu sais, plein de petits trucs de la perf. Ou même, tu sais, aller chercher enfin, des types d'entraînement, enfin, tu vois, des choses. Ouais, la petite éponge qui vient gratter à droite à gauche tous les conseils. Exactement. Et du coup, ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a vraiment permis de progresser encore plus rapidement, je pense. Et ça, ce côté que tu développes grâce au sport, dans ton projet, il y a le projet sportif, il y a eu le projet médical, il y a le projet pro. Ouais. Comment ce développement du sport et de toutes ces compétences sportives, elles peuvent être associées au milieu professionnel? Comment aujourd'hui on dit qu'un sportif dans un groupe de travail, ça apporte des qualités, ça apporte des valeurs. Un sportif para, est-ce que ça apporte encore plus qu'un... Je pense que ça se rejoint les deux, que ce soit sportif et sportif para. Après, sportif para, l'avantage c'est que tu rajoutes un pan, c'est au niveau du handicap, tu vois. De cette épreuve-là du handicap, on va dire, le fait de se relever du handicap, etc. Tu sais que tu as un mec résilient en face de toi. C'est ça, en gros, ça pousse, ça donne une image, en fait, enfin moi c'est ce que je vois, c'est que ça fait relativiser les gens de base quand ils me voient moi, tu vois, à se dire, ah ouais, il a 21 ans, il a perdu ses 2 jambes, etc. Même si je pense que chacun, une fois qu'il en est confronté, il trouve un moyen de s'en sortir, tu vois, c'est ça la force aussi de l'humain, c'est qu'il trouve un moyen de s'adapter, il trouve toujours un chemin, mais ça fait relativiser, tu vois, les gens. Donc ça, c'est l'avantage aussi du handicap, entre guillemets, et que les gens, ils peuvent s'identifier aussi facilement à toi. Et non, je pense que en fait, le sport, pourquoi ça aide aussi dans le milieu professionnel et dans l'entreprise, c'est tout simplement que déjà, enfin, moi j'ai vu pas mal de sportifs qui sont passés managers, etc. En fait, c'est que tu gères entre guillemets, tu vois, même si tu es accompagné, etc. Toi, tu vois, enfin, moi j'ai été accompagné par toi notamment, par plein de gens en fait sur tout ce système de performance, ce schéma de performance. En fait, tu es le rôle, enfin, t'es l'acteur principal. T'es l'acteur principal de ce schéma. C'est ça, et du coup, tu dois gérer, tu vois, c'est comme si tu gérais une équipe finalement. Et en fait, tu vois, tu as toujours aussi la représentation en fait de. Tu as un objectif, tu as un point 1, tu as un point A, et tu as envie d'aller à un point B, tu vois. Et genre, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place? Tu sais, ta situation actuelle, t'objectives ta situation actuelle, c'est la même chose dans la gestion de projet, en fait, tu qu'est-ce que tu dois mettre en place, quel levier d'amélioration tu dois utiliser et tout pour arriver au point B que tu t'es fixé et à l'objectif qui est fixé. Et en fait, du coup, ça c'est hyper lié parce que du coup, dans le sport, toi, tu as ta performance à l'heure actuelle, tu as envie d'aller chercher la médaille dans 4 ans. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller la chercher? Et dans tu sais identifier tes ressources, c'est ça, c'est la même chose. Et tu sais fixer tes objectifs. C'est ça, tu planifies, tu fais exactement, je veux dire, il y a ce rôle de planification que dans le sport, si tu planifies pas ta performance, tu te retrouves avec un pic de performance 2 mois avant les Jeux. Au jeu, tu arrives, tu es en rechute, c'est moyen. Je suis d'accord. Du coup, il y a cette gestion d'identification des ressources, planification. Et après, il y a ce côté, je pense, adaptation qui est énorme. C'est que dans le sport, tu es sans cesse en train de t'adapter au jour le jour par rapport à ton ressenti, par rapport à tes blessures, par rapport à tout ça, et sur le long terme aussi. Tu es capable en fonction de comment tu vas progresser, de réadapter. Et cette réadaptation dans le milieu pro, elle est énorme. Et nous, on la vend aussi, là, elle sert à ton échelle, mais à l'échelle d'autres types de handicap, handicap mental ou autre, en termes d'insertion professionnelle, le sport, c'est essentiel. Il va y avoir la communication, il va y avoir la confiance en l'autre, la confiance en soi. Quand tu mets tout ça, c'est hyper transversal au milieu pro. Complètement. Et ça, encore un rôle social. C'est ça, c'est l'école de la vie dans tous les cas. Et ça veut dire, c'est peut-être. On fait un jeu? Vas-y, il lance un jeu comme ça. C'est le jeu du je signe pas. Ouais. Dans l'esprit du d'accord, pas d'accord. Il voulait le placer, ce jeu-là. Il va être pas mal. Ouais. J'ai un certain nombre de questions. Ouais. Attends, je bois. Vas-y, je t'en prie. Ça va, t'as soit à dire je signe, soit à dire je signe pas ou je ne signe pas si tu veux pas écorcher la langue française. L'idée, c'est que ça soit spontané, bien sûr. Okay. Allez, c'est parti. Alexis Sanchez, égérie Nike. Je signe. Alexis Sanchez, médaillé de bronze aviron à Los Angeles 2028. Je signe, mais je veux encore mieux. Mais je signe. Ok. Un monde où les prothèses courent plus vite que les jambes. Je signe.
Alexis Sanchez élu au handicap. Ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça On arrivera. va revenir, on va revenir dessus. Alexis Sanchez élu au handicap à la ville de Marseille. Oh, je signe après ma carrière de sportif. Ok. Alexis Sanchez, ministre des Sports. Je signe après ma carrière de sportif. Le jour de ton accident, tu te relèves, un petit bobo au bras et tu repars. Ouais, compliqué. Je signe pas. Ok. Alexis Sanchez au Paris Saint-Germain Aviron Club pour 1 million d'euros par an. Je signe pas. C'est mort. Ok. Alexis Sanchez en haut de l'Everest. Je trouve autre moyen. Je signe. En haut de l'Everest, tu signes. Ouais. Alexis Sanchez. Sur un reportage que je passerai sur C8. Ok, parfait. Un truc à 20 millions de vues en 2 jours. Alexis Sanchez, présentateur télé. Ouais, je signe en vrai, c'est des opportunités. Je signe. Magnifique. Alexis Sanchez qui traverse l'Atlantique en aviron. Je signe. Un monde sans réseaux sociaux. Je signe. En vrai. Ouais. Alexis Sanchez, entraîneur de l'équipe de France de para-aviron pour les Jeux paralympiques 2044. Ouais, attends, tu vas me mettre dans la sauce là. Non, il y a la place à prendre à personne. Le staff il va croire que je vais lui prendre sa place. Ouais, je signe, ouais. Un monde où 2 heures de sport par jour sont obligatoires pour tout le monde. Ah, je signe direct. Un monde avec que des handis. Je signe pas. C'est bien aussi, enfin. Qu'est-ce qu'on serait aussi sans les personnes valides qui peuvent nous aider de temps en temps? Il y a une réflexion derrière ça. Il y a une réflexion quand même, mais non, il faut. Même si ça, pour moi, le handicap, il apporte une amélioration, une progression mentale, psychologique et physique aussi, parce que même si on est réduit, entre guillemets, physiquement, moi, j'ai jamais été aussi fort que ce que je suis aujourd'hui depuis que je suis en situation de handicap. Mais je pense que non, c'est en fait c'est valide avec la mentalité des personnes en situation de handicap. Ça, il faudrait. Ok. Ça, Essayer de créer un mix. Je Ça fait le lien avec ma prochaine question. La mise en place des Jeux para-olympiques, c'est-à-dire des Jeux en mixité. Alors, sachez qu'il y avait déjà eu. Tu signes ou tu signes pas? Attends, laisse-moi. Ouais, c'est compliqué, c'est nuancé. Non, je signe pas. Tu signes pas? Non. Ok. Et dernière question. En même temps, je serais. Ouais, je sais pas, les deux. Les deux. ça pourrait être intéressant. Dernière question. Une prothèse de genou pour soigner une rupture des ligaments croisés. Je signe parce que ça va arriver. Ça arrivera. Ça va arriver? Ouais. Enfin là, je vais pas te donner. Oui, pas là, demain. Mais j'ai foi en l'amélioration technologique et en la science et en la médecine. Et je sais que dans 30 ans, enfin c'est l'idée que j'en ai autour du matériel prothétique, etc. C'est que dans 30 ans, tu seras plus performant avec une jambe. Enfin, je pense, hein, pour un parc, au vu de l'évolution, qu'on sera plus performant avec une jambe prothétique qu'avec une jambe valide en fait. Et que du coup, ça vaudra limite plus le coup quand tu as un petit bobo au genou et que tu vas être performant d'avoir une prothèse externe, on va dire. Mais tu m'as dit souvent, ça m'avait marqué, mais c'est. Toi, dans 20 ans, tu auras mal au genou. Ouais. Parce que j'ai déjà mal au genou. Je sais. Et toi, tu n'auras pas mal au genou du coup. Genre, y a pas mais c'est ça, en fait. La partie physique que j'ai, on va dire physiologique, elle va faire que se dégrader en fait au fil des années. Tandis que la partie mécanique, technologique que j'ai, elle va faire que s'améliorer au fil des années. Donc tu croises les courbes, il y a un moment donné où je serai plus performant au niveau de mes prothèses qu'au niveau du reste du corps. Et je pense qu'avec l'évolution, ça viendra. Après, je vois pas dans le futur. Il y a toujours, on verra ce qui se passera, mais pour moi, je pense qu'il y a des chances que ça puisse arriver. En termes de coût, c'est un des freins. C'est un des freins. Ouais. C'est un des freins. Pourquoi ça n'arrive pas, tu vois? Parce que je pense que maintenant, on pourrait déjà avoir du matériel. On a déjà du matériel qui est extrêmement performant. Enfin, moi, j'ai la chance. C'est aussi pour ça que je l'ai vécu facilement, on va dire le handicap. C'est que je savais que je pouvais remarcher avec des prothèses externes comme j'ai là, tu vois. Celle-là, en plus, je suis en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, etc. Enfin, qui me permet de pouvoir me relever, de marcher. Tu vois. Et qui prend en charge la sécu? Ouais, c'est ça qui me prend en charge, moi, intégralement mes jambes, en fait. Okay, c'est une fois tous les 5 ans, mais bon, en gros, ils me prennent en charge tout ça, en fait. Et avec l'aide aussi de mes prothésistes et tout. Mais en gros, ce matériel-là, c'est déjà excellent. Mais il existe encore mieux. Et il pourrait exister encore mieux, mais après, forcément, comme c'est un marché de niche, où tu sais, il y a très peu de personnes, c'est essentiel pour très peu de personnes, tu as des prix qui sont extrêmement élevés en vrai.
Et du coup, tu te retrouves à avoir des produits qui sont clairement inaccessibles en fait pour la plupart des gens, tu vois, qui peuvent avoir ce type de il handicap. faudrait qu'il y ait plus d'amputés pour avoir du matériel ça. qui soit de moins en moins cher, mais en même temps, C'est ça. est-ce qu'on En va même aller temps, chercher à plus amputer les voilà, gens c'est exactement ça. Et du coup, en plus, quand après, tu as des sociétés qui, elles, ont tellement bien développé leurs produits qu'il y a un certain monopole, je vais pas me faire d'ennemis ou quoi, mais du coup, ça pousse pas en fait à l'amélioration Ouais. parce que eux savent qu'ils ont un produit qui marche, ils sont pas dans la nécessité de révolutionner le produit. Alors que si tout le monde, bah après, c'est comme dans tout, c'est dans n'importe quel domaine de la société, de la vie. Tu vas avoir cette problématique-là, ou si tout le monde se mettait ensemble, L'offre et la eh demande. ben là, derrière. on serait capable de développer des choses qui seraient beaucoup plus performantes. Après, c'est voilà, l'offre et la demande, la concurrence qui fait que derrière, on est avec ça, ce qui est déjà très bien. Mais c'est pour ça que Ça coûte combien? Ça, je vais le dire après, Fourchette. on va essayer de me voler mes jambes. Déjà. 20 000 euros le genou. Enfin, c'est à Ok. peu près ça. Ça veut dire qu'après, et la moindre pièce, c'est cher, le pied, c'est 5 000. Ouais, Tu vois, ok. c'est du Après, carbone, il y a tout carbone, à. titane, de l'électronique, etc. Il y a, Derrière, il y ça a les grimpe très, très matériaux qui vite. sont chers, mais derrière, il y a aussi, on va dire, la ça. maîtrise de. C'est ça. De Bah, en la fait, prothèse ce et qu'ils tout. font payer, c'est la recherche, en fait. Ouais. Du coup, ils rentabilisent la recherche. Ouais. Même Tu si peux je pense payer qu'ils rentabilisent un peu trop la recherche, quand même. Mais c'est l'idée, quand même, qui est derrière. Ok. Le prochain sujet, c'est. On va revenir un peu sur ton accident. Ouais. Certains connaissent ton histoire, d'autres non. Mhm. Euh, Est-ce que voilà, aujourd'hui tu y penses encore? Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là? Est-ce qu'il y a des choses marquantes à raconter Ouais. sur l'accident? Alors, bah, de toute façon, c'est très lié avec tout le reste, parce que c'est ça qui m'a ouvert, c'est l'accident, entre guillemets, qui m'a ouvert l'opportunité de vivre tout ce que je vis aujourd'hui et de pouvoir être là et de discuter, tu vois. Mais non, y repenser, j'y repense pas. Parce que tu sais, une fois que c'est passé, il n'y a aucun Ouais. regret là-dessus, etc. Après, moi en plus, euh, pour être franc, en fait, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu un accident de scooter 3 roues, les MP3 500. Et j'ai guidonné, j'avais les pneus sous-gonflés. C'est tout un concours de circonstances qui fait que je suis venu à prendre ce scooter-là sur voie rapide. Du coup, ça m'a éjecté. J'étais en short t-shirt. Je suis parti dans les barres. Ça fait quand même déjà beaucoup de circonstances. Quand on sait qu'avant, en fait, j'ai pris le scooter parce que j'avais pas de marche arrière ni rien. Après, on va se dire. Mais bon, en gros, en fait, c'est le destin. Hein, je pense que c'est écrit. Il fallait que ça arrive. En fait, il y a tellement de petites choses mis bout à bout qui font qu'il fallait que ça arrive à tel moment. Enfin, c'était écrit que ça arrive là. Et donc, ouais, short t-shirt, je suis parti dans les barres de sécurité, je me suis encastré dedans. Et en fait, pourquoi moi c'est facile à vivre aussi et pourquoi j'ai vite passé l'éponge dessus, enfin, je suis vite passé à autre chose, c'est que déjà, je suis miraculé d'être là. Tu sais, je devrais, enfin, c'est limite, en fait, c'est une chance Ouais. d'être encore en vie. Et moi, j'étais conscient au moment où j'étais dans les barres de sécurité. J'ai eu la chance qu'il y ait des gens qui viennent, des personnes qui viennent. Dont un, c'est Loïc qui se reconnaîtra s'il regarde le podcast. De toute façon, lui, il fait partie de la famille en vrai. Parce que je lui dois la vie, en fait, tout simplement. Même si je la dois à plein de monde dans tout ce process-là, Là, en fait. sur cet instant Mais- T, c'était lui. À cet instant T-là, c'était lui parce qu'il est venu, il m'a mis un garrot. Enfin, et il a eu le courage, en fait, parce qu'il a fait mal sectionné, donc en 2-3 minutes, c'est fini. Enfin, tu le vides de ton sang. Les pompiers sont arrivés vite, mais s'il ne m'avait pas fait le garrot, je serais déjà plus là. Et en fait, je lui ai dit sauve-moi à ce monsieur. C'est que j'ai dû prendre conscience que je n'allais pas me sauver tout seul, en fait, que j'étais dans une situation où s'il y avait personne qui venait, en plus j'attendais moi dans mes barrières de sécurité, je pense que je serais plus là. Et donc en fait, je pense qu'il y a tout un travail, un cheminement en fait, le cerveau. Quand moi j'étais dans le coma, je suis resté quoi, 2 jours dans le coma. Moi, ils m'ont amputé, ils m'ont pas demandé mon avis parce qu'en fait, ils n'avaient pas me demander mon avis, il fallait me sauver, donc il fallait couper les 2 jambes. Et donc en fait, quand je me suis réveillé, déjà j'étais conscient, entre guillemets, que j'ai été chanceux d'être encore là en fait. Parce que le cerveau, il a dû se rappeler de lui-même et se dire, t'étais dans des barres de sécurité, t'avais aucune chance de t'en sortir, là t'es encore en vie, tu vois. Et du coup, ça, j'ai vite compris que c'était une chance. Et après, moi, c'était aussi des moteurs de résilience, en fait, de me dire, parce que bon, après, chacun a son histoire, son parcours. Mais moi, j'ai mon cousin qui a eu un accident, c'est sur la même route où moi j'ai eu mon accident. Lui, il n'a pas eu la chance que j'ai eue d'être encore en vie. Et il fait partie intégrante de mon projet d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'avais promis dès le début, quand je m'étais fixé cet objectif avec mon père de faire les Jeux Para. C'est aussi pour lui, parce que je considère qu'il m'a donné la chance
que lui n'a pas pu avoir en fait, parce il a été héliporté de là lui aussi, et on était dans le même service de réanimation, etc. Ok. Donc en fait, moi vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de tout le monde, je n'avais pas à me plaindre, c'était une chance en fait. Genre, j'ai vraiment saisi la chose comme... et comment j'ai fait ça tout seul aussi, parce que c'est pareil, c'est pas évident des fois pour des gens quand c'est pas de leur faute, Ouais, si où ils tu n'ont rien subis demandé, l'accident. ils ont subi Ouais. l'accident, ils ont subi une amputation, etc. Moi dans mon cas c'est aussi plus facile, dans le sens où je me suis fait ça tout seul et je suis le seul à blâmer en fait. C'est moi qui ai fait l'erreur de prendre ce scoot, de ne pas gonfler les pneus, enfin bon bref, de faire tout un tas de mauvais choix. Et donc en fait, moi ça a été facile à Ouais, redresser c'est la la barre en revanche, fait. elle est Ouais, contre toi-même et en plus exactement. elle est pour toi et pour l'entourage Et et c'est pour la ça. famille. Et comme je disais tout à l'heure, où je disais que tu sais, tu deviens un moteur pour ton entourage, bah, c'était un peu le cas, tu vois, dans quelque chose comme ça. Et moi, je pouvais pas m'effondrer pour eux, enfin, Ouais. quand on sait ce qui s'était passé. Et donc voilà, mais moi, ça a vraiment, j'en ai tiré une force en fait de ce handicap. Et, et ouais, non, Et c'est ça qui fait que quand tu es donc dans le centre de rééducation ou à l'hôpital encore, euh, c'est ça qui fait que tu prends le chemin de la résilience très plutôt que le vite, ouais. chemin de l'abandon. C'est quoi? C'est l'entourage qui Ouais, fait ça c'est vraiment? ça. Bah, de toute façon, t'as pas 46 solutions, tu vois ce Ah, que je veux mais dire. pour moi, il y en a deux, hein. Il y en a C'est, deux et ouais. t'en as qu'un seul qui est fiable, sinon Ouais. l'autre en vrai il t'amène dans des bas-fonds d'on ne sait où. Et du coup, il n'y a pas 40 solutions. Et l'entourage, en fait, comme j'ai dit, les moteurs de résilience, etc., le fait de vouloir rebondir par rapport à moi, mon cousin, par rapport à ma famille, par rapport à le fait de. En fait, l'orgueil aussi, la fierté, pas l'orgueil, mais plus la fierté, mais tu sais, bien placé, Ouais. de vouloir se dire, oh, je suis capable de me relever de ça. Mais en fait, ça te pousse. Derrière, tu le vois aussi et tu le ressens directement aussi. Quand ta famille vient te voir, quand mes amis sont venus, ils avaient peur au début que je sois vraiment pas bien, Ouais. quelqu'un qui fait que pleurer, etc. Et quand j'ai vu mes amis que je leur ai fait des signes et tout, ils m'ont dit, mais nous, ça nous a Ouais, rassuré rassuré ou. à un point où tu sais, tu te dis, oh, ça va. Tu sais, même si au final la situation est la même, tu n'as toujours pas tes jambes, tu vois. Enfin, mais c'est la manière d'accepter qui va déteindre en fait sur la manière de l'accepter aussi pour ton entourage. Et je pense, enfin moi, j'espère que là, là, avec ce qui s'est passé, les jeux para, etc., ça a été un peu le point Ouais, d'ordre, tu sais, culminance. ouais, la culminance pour dire, on s'est relevé de ça, tu vois, tous ensemble. C'est pour ça aussi que je dis souvent que c'est un remerciement pour tout le monde en fait, parce que c'est pas que moi, tu sais, c'est tout le monde qui a tiré dans le même sens pour ce projet-là. Et non, en fait, c'est vraiment cette volonté, en fait, cette fierté, cette volonté d'être un moteur et de motiver tout le monde autour de toi qui fait que tu t'en sors, en fait, en centre de rééducation. Et tu sais, tu amènes derrière un truc positif où tu as tous les patients, etc. Tu sais, enfin, tu en as plein qui. Tu sais, on se retrouve à avoir un groupe un peu qui se motive, en fait, Le personnel médical collectivement. aussi, il joue un Ouais, rôle là-dedans. le personnel médical à fond. Et moi, j'ai eu la chance d'être très bien. Enfin, j'ai eu au centre que j'ai été, au centre de rééducation de la Bourbonne à Aubonne. Là, moi, j'ai été super bien suivi. Ok. Après, mes parents, ils avaient rencontré déjà la médecin. Enfin, tu sais, après, Ok, ouais. c'est le mercato. Hein, ils vont voir un peu les différents centres, etc. Ok. Moi, c'était le top là-bas. Et non, ça m'a énormément apporté. Le personnel médical, dans toute sa globalité, m'a énormément apporté. Et m'a permis, en fait, c'est vraiment important parce que, mais je crois que tu voulais aborder ce sujet-là, mais tu sais, quand tu es en centre, tu es un peu dans un cocon et tout, et tu sais, tu te demandes un peu Quand tu vas ouais, sortir. quand tu vas sortir, comment ça va être et tout. Et Ouais. ça, c'est là le grand rôle aussi du personnel médical. C'est te préparer à la sortie en Ouais, c'est fait. Il ça. te prépare pas à être en centre, Ouais, il te prépare au retour à la vie ouais normale à en la fait. retour à la vie normale en fait. Parce que du coup, en centre, tu sais, tout est facile. Tu sais, Ouais, t'as tout est pas, adapté en tout fait. est Ouais. adapté, tout est plat. Enfin, tu sais, il y a tout qui va bien en fait. T'as pas de charge. Tu sais, t'es dans un monde parallèle en vrai ou dans une genre de mini-société où t'as aucune responsabilité, t'as rien vraiment à Ouais, t'es t'occuper, concentré etc. Tu vois, sur t'es ta concentré sur ta rééducation. rééducation en fait. Parce que du coup, quand tu sors, des fois, je sais que pour certains, ça peut être un choc. Et ça, moi, j'ai eu la chance justement d'avoir le personnel médical qui m'a bien accompagné, qui m'a bien préparé à la sortie, parce que souvent, ça peut être très abrupt, tu vois, et tu peux te retrouver en plus des fois. Enfin, nous, moi, je kiffe Marseille, mais dans une ville comme Marseille, tu vois, c'est pas C'est forcément pas hyper adapté. Ouais. adapté. Ça monte, ça descend. Enfin, tu vois, il faut une grosse condition physique. Enfin, il y a plein de choses où t'es pas, où dans certains centres, ils peuvent ne pas te préparer de la même manière. Tu vois, moi, je sais que j'ai eu énormément d'accompagnement à ce niveau-là. Après, on a eu aussi un hôpital de jour, enfin, tu sais, où tu es un peu dans l'entre-deux. Tu vois, tu continues à avoir un peu de rééducation, mais tu reprends ta vie Ouais, normale. c'est une sorte C'est-à-dire, tu sais, c'est d'alternance. vraiment, ouais, en fait, c'est un suivi sur pas mal de temps. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de la patho et tout.
Mais c'est un suivi qui te permet vraiment de t'en sortir et d'avoir toutes les billes après pour t'en sortir dans la vie de tous les jours, quoi. T'as eu des douleurs fantômes? Ouais, au tout début, j'ai eu des douleurs fantômes. Tu t'expliques ce que c'est peut-être? Ouais. Je sais pas si ça Alors, parle à tout le monde, mais... Les douleurs fantômes, en fait, c'est quand tu continues à sentir, malgré l'amputation, donc il n'y a clairement plus de pied, il n'y a clairement plus rien, et que tu continues à sentir en fait le membre que tu as perdu. Okay. Et ça peut être plus ou moins douloureux, en fait, ça va dépendre aussi, ça peut se manifester. Enfin, après, moi, j'ai pas eu tout type, je peux pas parler pour certains, tu vois, mais je sais qu'il y en a, enfin, tu sais, c'est des énormes contractions, enfin, ça va faire des grosses décharges dedans, enfin, il y a plein de choses comme ça. Moi, les seules que j'ai eues, c'était pas des décharges, c'était plus quand j'étais en centre, pas en centre, à l'hôpital, Okay. bon, un petit peu en centre au début, mais au tout début, j'avais l'impression que mes pieds étaient recroquevillés, c'est-à-dire que vraiment c'était mais hyper serré, c'est dans du 35, que je sentais mes orteils hyper serrés, etc. Ça, c'était pas agréable. Et bon, après, j'ai été traitement de cheval, hein, ça veut dire que je chantais. On te calme un peu, ouais. Après, je chantais plus rien, mais il y avait ça. Et après, ouais, Tu non. me disais que ça pouvait... Je crois qu'on parlait de ça. Tu me disais que ça pouvait te servir à réapprendre à marcher aussi. Oui, tu t'en servais pour... ouais. Là, ça, c'était vraiment la partie de douleur au début, où vraiment, c'était pas du tout agréable. Et après, en fait, au fur et à mesure, au début, je chantais vraiment tous les orteils. Après, ça se retrouvait, je chantais la cheville, après le mollet. Enfin, après, ça se rapprochait de plus en plus de l'endroit de l'amputation, en fait. Et par contre, pour apprendre à marcher, comme je sentais encore le mouvement de mon genou, le mouvement de mon pied, où je posais le pied, bah, ça m'a aidé avec les prothèses. Parce que du coup, tu sais, un peu toute cette proprioception, okay. etc. Le schéma nerveux et tout, il était encore là. C'est ça. Et ça, le cerveau, il est très très fort là-dessus. Enfin, tu vois, moi, c'est là où je me suis rendu compte que le cerveau, c'était une machine, un outil incroyable. Bon, c'est tout, ça, de base. Mais là, vraiment, tu te rends compte à quel point c'est puissant. C'est qu'il y a des fois, en fait, il s'adaptait de lui-même. Tu sais, là, ça fait partie de moi, en fait. Ouais, ça y est. Genre, il y a toute une nouvelle proprioception qui s'est faite. Tu as construit les nouveaux... Une fois que tu acceptes, évidemment, ça passe par l'acceptation et tout, tu vois. C'est pareil aussi, des fois, tu peux avoir beaucoup de douleurs nerveuses, douleurs fantômes, entre guillemets, quand tu n'as pas vraiment accepté et que ton cerveau, lui, il continue à envoyer un message nerveux au pied parce que tu n'as pas encore forcément accepté le handicap. Après, c'est hyper... c'est hyper individuel, ce ressenti-là. Mais du coup, moi, ça m'a énormément servi parce que ça me permettait de savoir où je mettais le pied. Et en fait, il y a des fois où tu progressais sans même te rendre compte. Tu vois, oui, dans ton inconscient, tu vas la veille, tu n'arrivais pas à faire quelque chose. Tu dormais, le cerveau, je ne sais pas ce qu'il avait bricolé, là, tout a y bossé. Et tu arrivais le lendemain et tu arrivais à faire ce que tu n'arrivais pas la veille. Tu sais comment j'ai fait, tu vois. Tu progresses. Du coup, tu penses que tu as progressé vite. Il y en a combien qui marchent en France on n'est pas des masses parce qu'on a un groupe WhatsApp avec tous les doubles amputés. Enfin, là, on a essayé de rejoindre, d'amener c'est ça, une petite communauté. Je sais qu'aux États-Unis, ils marchent beaucoup, etc. En France, on n'en avait pas beaucoup. Et en fait, on a un petit groupe d'une dizaine de personnes qui marchent, tu vois. Et on a essayé de... Une dizaine de doubles amputés en France qui marchent. C'est ça. Parce qu'en fait, ça demande... Après, je peux comprendre, parce qu'après, je sais qu'il y en a pas mal qui restent sur le fauteuil, mais après, c'est aussi un confort de rester sur le fauteuil. Enfin, tu vois, au début, en fait, tu passes par toute une phase assez pénible, tu vois, d'entraînement. Comme ça paraît facile, tu sais, quand on te voit, moi, dans la route, des fois, on te voit marcher, on n'a pas l'impression... 4-5 ans après, ça a l'air facile, mais en fait, tu as réappris finalement à marcher. Au fur et à mesure, c'est ça. Tu repars de zéro, moi, je m'étais fixé 6 ans, tu vois. Je m'étais dit, il m'avait dit, c'est comme un bébé qui apprend à marcher, en fait. Et tu sais, du coup, tu apprends au fur et à mesure, tu vas tomber maintes et maintes fois. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Au début, je marchais 50 mètres. J'étais en nage, j'avais plus, j'étais complètement cramé. Et au fur et à mesure, là maintenant, j'ai un gros périmètre de marche parce que je me suis entraîné, etc. Mais c'est un entraînement continuel. En fait, il ne faut jamais s'arrêter. Tu vois. Et donc, je peux comprendre que des fois, tu profites moins. Enfin, tu sais, c'est un peu, ça rajoute des difficultés là où c'est bien des fois d'être en fauteuil. Mais bon, après, c'est un défi qui, moi, me plaît particulièrement aussi. D'être capable de remarcher. De remarcher. C'est ça. Courir. De me dire, j'ai recouru avec des lames. Okay. Là, je n'ai pas pu trop le refaire parce que on était focus sur l'entraînement, etc. C'est pas de se casser la gueule et de se faire l'épaule. Si je me blessais, ils allaient me défoncer. Ouais. Mais ouais, non, moi, je vais sûrement refaire ça. Ça, c'est excellent. Tu sais. Bon, après, j'avançais pas vite. Hein. Je te dis, je courais. Je n'étais pas en train de courir à 15 km/h. Hein. C'était la définition de la course. Je sautillais sur moi-même avec des lames en carbone, en fait. Ça aussi, il y a du matos assez fou pour ça.
Mais même la sensation de pouvoir recourir, d'aller un peu plus vite et d'avoir un peu ce mouvement, en fait, d'être un peu dans les airs, tu sais, quand tu cours, c'était un régal absolu. Donc ouais, non, ça, je vais sûrement le refaire. Prochain objectif. Ouais, ouais. Il y en a d'autres, mais ça, celui-là, il fait partie des. Ça, l'avantage, c'est que j'ai le temps, je pourrais même le faire à 60 ans, tu vois. Et ouais, Si quand je tu auras des lames en carbone qui courent ferai plus des petits vite que marathons. les. On fera le 100 mètres en 8 secondes. C'est ça. Ouais. Bah, dans 60 ans, ce sera trop facile, limité en vrai pour moi. Mais bon, on verra. Magnifique. On conclut avec une dernière question, un dernier jeu. Alexis Sanchez, président de la République, c'est quoi sa première mesure? Alors, Alexis Sanchez, président de la République, ma première mesure, en fait, déjà, ce serait... Il n'y a pas une mesure en particulier, mais ce serait de réformer, en fait, l'éducation nationale, tout simplement. Rien que ça. Ce serait de, comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, de faire une refonte un peu du système éducatif et de proposer juste, même si c'est une mesure parmi tant d'autres, mais une place beaucoup plus importante, de valoriser beaucoup plus le sport en fait dans l'éducation et dans la société. Parce qu'on ne se rend pas compte à chaque fois, parce que souvent on pense court terme, etc. Mais au long terme, je pense que c'est un des axes les plus importants et qui pourrait modifier le plus de choses. Enfin, tu sais, qui aurait le plus gros impact. Le plus large impact possible. C'est ce que j'aime à penser en fait, enfin au vu de moi, ce que m'a apporté le sport et tout. C'est le sport central au service de toute la société. C'est ça. Derrière, ça pourrait changer énormément de choses à long terme. Donc bon, à voir. C'est l'idée que je lance. À voir. Magnifique. On arrive à la fin. Yep. Ouais. C'était cool. Ouais, carrément. Très bien. On a bien Combien papoté. de temps T'as ça bien fait là papoté. Je sais pas, ça doit faire 50 minutes, je pense. Ouais, je blablate moi. 50 minutes. C'est le moment de conclure. De remercier aussi. Il y a Flora qui est à la réalisation. Sophie à l'identité visuelle. Alexis, notre invité. Et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode avec la même équipe, un invité différent. Et je vous remercie de nous avoir suivis.